Histoire d'en dire plus. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein! Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus cinéma. Aujourd'hui, on parle d'un film avec un casting du tonnerre, Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis. Un film réalisé par John Landis. Vous aurez reconnu dans le titre Un fauteuil pour deux. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Un fauteuil pour deux, ou Trading Place, en titre original, est un film américain réalisé par John Landis et sorti en 1983. Le film est un succès critique et commercial, quatrième plus gros succès annuel aux États-Unis cette année-là. Cette comédie lance notamment la carrière d'Eddie Murphy, qui tourne seulement son deuxième film après 48 heures, ou encore celle de Jamie Lee Curtis, qui s'était fait d'abord connaître dans La Nuit des Masques en 1978, dont on avait parlé dans un podcast. Le synopsis du film. Louis Winthorpe III est le directeur général de Duke & Duke Commodity Brokers, une florissante société de courtage en matières premières agricoles basée à Philadelphie. Billy Ray, Valentine, est un roublard, astucieux mais fauché. À leur insu, tous deux vont faire l'objet d'un pari insensé de la part des patrons de Louis, les frères Mortimer et Randolph Duke, deux personnages arrogants. Ces derniers ont en effet des vues divergentes sur le rôle de Lucky et de Linné. Mortimer affirme que certaines personnes sont capables de réussir dans toutes les situations qui s'offrent à elles, tandis que les autres échoueront systématiquement. Randolph croit pour sa part qu'un gagnant peut déchoir si son environnement ne lui est plus favorable et que celui qui a échoué pourrait réussir dans d'autres conditions. Pour se mettre d'accord, il convient de réaliser une expérience grandeur nature, le vainqueur emportant leur montant habituel. Le film est une comédie qui dure 114 minutes et qui continue ainsi. Il s'arrange pour discréditer Louis lors d'une réunion en le faisant passer publiquement pour un voleur, ce qui conduit à son arrestation, son licenciement et au gel de son compte en banque. Il envoie également leur employé Bix payer une femme nommée Ophélie pour qu'elle embrasse Louis devant sa fiancée Pénélope. Dans le même temps, il embauche Billy Ray Valentine et lui offre la place de Louis ainsi que l'appartement propriété des Duke qui l'occupait. Les premiers jours, la thèse défendue par Randolph prévaut largement. Largué par sa fiancée, rejeté par ses amis et sans ressources, Louis sombre rapidement dans la pauvreté. Il est recueilli par Ophélie, prise de remords, qui lui avoue qu'elle a été payée par les Duke. Ophélie lui avoue également qu'elle est une prostituée et lui promet de l'aider à regagner sa place dans la société. De son côté, Billy Ray use de sa sagesse populaire pour prédire avec justesse l'évolution du prix de certains actifs, ce qui lui vaut quelques beaux succès sur le marché des contrats à terme. Louis tente par tous les moyens de regagner son rang et de discréditer Billy Ray. Lors de la fête de Noël, Louis force l'entrée du bureau de Billy Ray
pour dissimuler de la drogue et le faire accuser. Il est très rapidement maîtrisé et humilié. Il doit quitter les lieux. Les Dukes doivent constater que Randolph a gagné le pari. Mortimer lui remet donc la somme convenue, $1. L'expérience ayant trouvé son terme, les frères s'accordent sur le fait que Billy Ray n'a plus sa place au sein de leur institution. Ils ne savent pas que ce dernier, caché dans les toilettes pour y fumer un joint, a surpris leur conversation. Écœuré d'avoir été pris pour un simple pion dans l'histoire, il rejoint Louis et Ophélie pour leur expliquer toute la situation. Ayant renoncé à tuer les Dukes, ce qui leur vaudrait à coup sûr la prison, Louis et Billy Ray, devenus à présent amis, conviennent que la pire situation pouvant arriver à de riches financiers serait d'être ruinés. Ils apprennent que Bix, l'associé des Dukes, doit leur fournir un rapport confidentiel du ministère de l'Agriculture concernant la production d'oranges, et ceci afin de disposer d'informations d'initiés sur le marché du jus d'orange concentré. Ils parviennent à dérober le rapport à Bix avec l'aide d'Ophélie et Coleman, l'ancien domestique de Louis, en l'assommant à bord du train qu'ils devaient emprunter. Ils fournissent au duc un rapport falsifié, dévoilant des conclusions opposées sur les prédictions de récolte. En effet, la récolte a été bonne, mais le rapport fait croire que celle-ci a été mauvaise, ce qui fera dans ce cas monter le prix des oranges et augmentera la demande vers des alternatives sous forme de concentré. Au World Trade Center, l'agent des Dukes, convaincu que le prix du jus d'orange concentré va fortement monter, achète de nombreux contrats à terme, espérant les revendre plus tard à un important profit. Son comportement est rapidement identifié et les autres investisseurs commencent à acheter également, ce qui tire rapidement le prix à la hausse. À ce moment, Louis et Billy Ray, n'ayant acheté aucun contrat à terme, s'affichent comme vendeurs, sur le principe de la vente à découvert, et vendent de nouveaux contrats, puisqu'à ce moment, la majorité des agents souhaitent acheter. C'est alors que les traders s'interrompent pour écouter la divulgation du rapport du ministère de l'Agriculture à la télévision. Celui-ci annonce une bonne récolte qui n'aura pas d'incidence sur le prix des oranges. De la sorte, le prix du jus d'orange concentré s'effondre. L'agent des Dukes est pris de court, puisqu'il doit se défaire au plus vite de tous les contrats à terme achetés plus tôt, en concurrence avec les nombreux autres investisseurs présents dans la même situation. Louis et Billy Ray ramènent aisément leur position à zéro en achetant les contrats beaucoup moins chers, ce qu'ils ont été vendus quelques instants plus tôt. La séance boursière s'achève sur un prix au plus bas pour le jus d'orange concentré. Louis et Billy Ray sont riches, tandis que les Dukes sont soumis à une perte de 394 millions de dollars. Un montant qu'il leur est impossible de régler immédiatement, tel que le prévoit le règlement de la bourse. Leurs biens seront immédiatement saisis et leurs avoirs gelés. Louis et Billy Ray iront même jusqu'à narguer les Dukes en annonçant qu'ils ont parié $1 sur le fait qu'ils parviendraient à les ruiner. Face à la banqueroute, Mortimer se rebelle contre les autorités boursières, tandis que son frère Randolph subit une attaque cardiaque. La scène finale montre Louis, Billy Ray, Ophélie et Coleman, à présent richissimes, passant des vacances sur une plage tropicale. Voilà pour le résumé de ce film, donc on l'a dit, de 114 minutes, qui est une pure comédie. Au scénario, on a Timothy Harris et Herschel Weingrod. À la photographie, c'est Robert Painter. À la musique, Elmer Bernstein. Le budget est de $15 millions. C'est tourné en couleur Technicolor
1,85e 35 mm sont monophoniques, malheureusement. En 83, on a encore des productions en mono. Mais c'est comme ça. C'est produit par la Paramount et la Cinema Group Ventures, distribué aux États-Unis par la Paramount et par la Cinema International Corporation pour la France. Dan Aykroyd y joue Louis Winthorpe III, Eddie Murphy, Billy Ray Valentine, Jamie Lee Curtis, Ophélia en VO, Ralph Bellamy, Randolph Duke, Don Ameche y joue Mortimer Duke. Voilà pour les gens assez connus. On a James Bellucci qui fait une apparition dans le film en tant qu'Harvey et Robert Earl Jones qui joue un domestique. Et en apparition, on a Monsieur Giancarlo Esposito, alias Gus Fringe de Breaking Bad, qui joue un détenu. Et on a même un caméo du réalisateur John Landis, qui joue l'homme à la mallette. Voilà pour ce qui est des acteurs. La production. Timothy Harris a l'idée de départ lors d'un match de tennis. Il imagine la rivalité entre deux frères. Il commence ensuite à développer l'intrigue avec son partenaire d'écriture, Herschel Weingrod. Il décide de situer l'histoire dans l'univers de la bourse de commerce, avec la notion des choses innées et acquises. Ils font de nombreuses recherches pour alimenter leur scénario, notamment pour comprendre le fonctionnement d'une salle de marché. Les deux scénaristes décident de situer le film à Philadelphie en raison des liens de la ville avec le pays, le rêve américain ou encore l'idéalisme américain. Par ailleurs, après avoir imaginé deux frères, il est décidé que l'un des deux sera finalement un Afro-Américain nommé Billy Valentine et venant de la rue. Le script est vendu à Paramount Pictures sous le titre Black and White. Jeffrey Katzenberg propose le poste de réalisateur à John Landis. Bien qu'il n'appréciant pas du tout le titre, John Landis apprécie le script qui se rappelle selon lui les screwball comedies des années 30 de Frank Capra, Leo McCarey et Preston Sturges, qui traitaient souvent de manière satirique la construction des classes sociales et les réflexions culturelles de leur époque. John Landis ambitionne alors de faire la même chose avec les années 80. Jane Wilder et Richard Pryor sont initialement envisagés pour les rôles principaux. Finalement, Richard Pryor n'est pas engagé en raison de problèmes de drogue. Le rôle de Billy Ray revient alors à Eddie Murphy, qui vient de tourner dans 48 heures, autre production Paramount. Ne connaissant pas du tout l'humoriste, John Landis est séduit par la vidéo de son audition et se rend à New York pour le rencontrer. Pour l'autre rôle principal, John Landis souhaite Dan Aykroyd, qui partageait la tête d'affiche des Blues Brothers avec John Bellucci, du même réalisateur. Le studio est cependant hésitant, justement car l'acteur est perçu comme partie intégrante de ce duo et se demande s'il pourrait exister en solo. De plus, Dan Aykroyd vient de connaître plusieurs échecs au box-office. Il sera finalement engagé, mais avec un salaire diminué. John Landis a également eu du mal à convaincre la Paramount d'engager Jamie Lee Curtis, car le studio ne voyait en elle qu'une Scream Queen cantonnée aux films d'horreur. Par ailleurs, sa sœur, Kelly Curtis, tient elle aussi un rôle dans le film. Le rôle de Coleman est d'abord proposé à John Gielgud et à Ronnie Barker, avant de revenir à Denholm Elliott. Par ailleurs, Ray Milland était le premier choix pour camper Mortimer Duke. Comme dans de nombreux films de John Landis, Frank Oz tient ici un petit rôle. Le tournage a eu lieu de novembre 82 à janvier 83,
à Philadelphie, New York, dans le New Jersey et à Sainte-Croix dans les îles Vierges pour la scène finale. Le tournage est compliqué pour John Landis car il se déroule quelque temps après le tragique accident sur le tournage de La 4e Dimension. Le film est un immense succès commercial. Aux États-Unis et au Canada, il est le 4e meilleur film du box-office 83 avec 90 404 000 $ de recettes. À l'international, il rapporte 30 200 000 $, portant le cumul à 120 600 $, 120 600 000 $ de box-office mondial. En France, il dépasse le million d'entrées, mais n'est que 40e du box-office national annuel. Il obtient le NAP Image Award 1983 du meilleur acteur pour Eddie Murphy, le British Academy Film Award 4 pour meilleur acteur dans un second rôle pour Denholm Elliott et la meilleure actrice pour un second rôle pour Jamie Lee Curtis. Ils ont été nominés aux Oscars pour la meilleure adaptation musicale pour Elmer Bernstein, meilleur film musical ou comédie et meilleur acteur dans un film comédial ou comédie pour Eddie Murphy aux Golden Globes, etc., etc. Les clins d'œil du film. Parmi les statues célèbres du Philadelphie, montrées dans les plans du début du film, illustrant la ville, se trouve celle de Rocky Balboa, de la saga cinématographique éponyme, dont l'histoire sur la réussite et l'échec fait écho au sujet du film. Comme dans la plupart des films de John Landis, il est ici fait mention du film fictif See You Wednesday, ici sur une affiche dans l'appartement d'Ophélie. Le numéro de prisonnier de Louis, d'Anne Aykroyd, est le 747-50-58, le même que Jack Blues, John Belushi dans les Blues Brothers en 1980, du même réalisateur et également avec Dan Aykroyd. Le portier à cri Winthorpe remet son manteau se nomme Folsey, comme le producteur exécutif du film. Les frères Randolph et Mortimer, incarnés par Ralph Bellamy et Don Ameche, réapparaîtront dans un autre film de John Landis, Un prince à New York. Ils sont devenus deux clochards à qui le prince Hakim, Eddie Murphy, donne une liasse importante de billets. Randolph déclare alors « Mortimer, c'est reparti ». Son frère dira un moment après à Hakim « Merci infiniment, déjeunons un de ces jours ». Dans Un prince à New York 2, Lavelle Joffer passe un entretien chez M. Duke, Colin Jost, neveu de Randolph et Mortimer. Et dans le film Kingsman, Service secret de 2015 de Matthew Vaughn, Colin Firth demande à Taron Egerton s'il connaît le film Un fauteuil pour deux avant que ce dernier ne change de statut social pour devenir un agent Kingsman. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire sur ce film. Un film popcorn, culte et populaire, comme je les aime. Voilà pourquoi je voulais vous le présenter. Si le cœur vous en dit, supportez-moi sur mes différentes plateformes que vous avez en description du podcast. Vous pouvez vous abonner à Cast Plus pour avoir des épisodes plus longs, des épisodes inédits et des anecdotes de tournage. Voilà, tout est dit. Je vous dis merci et à très vite. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Moins 40. Chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Monte, on m'appelle mamie. Et mamie Tromblon, elle s'est déjà fait tromper, mamie Tromblon, hein! Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Tu m'aides pas là? Non, voilà, non.